Tout à l'heure, en écoutant Dominique Bourrel, on a bien compris que ce je et tu portait en lui ce que Lévinas va peut-être appeler l'altérité. Alors évidemment, je fais un raccourci énorme de l'un à l'autre, et là, professeur, nous allons vous écouter justement sur ce rapport entre Buber et Lévinas, ce que Lévinas a appris de cette philosophie de Martin Buber, en disant d'ailleurs ce qui appartient à César appartient à César. C'est-à-dire que ça n'est pas un vol, ça n'est pas un plagiat, mais c'est bien une influence philosophique. Ben, j'espère. Oui. Oui, d'abord une remarque préliminaire avant d'aborder ce passage, cette interconnexion philosophique extrêmement fascinante qui est celle entre la pensée de Martin Buber, du je, du tu, et la pensée de l'autre, de Lévinas. Juste une petite remarque pour esquisser finalement la nécessité d'abord de définir évidemment qu'est-ce que c'est pour Martin Buber la philosophie du dialogue. Et il faudrait souligner ce propos, évidemment, que dans sa philosophie du dialogue, le messianisme de Buber prend volontairement la forme de l'attente d'une théophanie dont nous ne connaissons que le lieu, et ce lieu s'appelle communauté. Et contrairement au but des penseurs contemporains de l'interaction communicationnelle, intersubjective, par exemple par Habermas, le dialogue n'est pas, pour Buber, réductible à la seule interaction subjective, intersubjective, langagière entre deux sujets interlocuteurs. Il n'est pas non plus identifié au seul moyen d'échange, de réflexion philosophique rationnelle, logique ou contradictoire, selon le modèle présenté par Platon dans ses dialogues. Il est loin d'être un commerce, mais pour Buber, c'est plutôt un comportement de mutualité intérieure. C'est une prise intime de connaissance. Et en même temps, c'est l'attestation, c'est l'expérimentation permanente d'une responsabilité étroitement liée à l'expérience de la vie, vécue, générant une responsabilité dialogique qui nous fait accéder à une sphère supérieure. C'est ici, là, précisément, qu'intervient chez Buber l'héritage du racinisme, plus précisément celui de la chérina, de la présence divine dans tous les êtres humains, selon la Kabbale, ce qui conduit Buber à assumer pleinement cet héritage spirituel religieux pour et dans sa pensée dialogique, en soulignant notamment qu'on peut bien se refuser de toutes ses forces à admettre la présence de Dieu et pourtant éprouver le goût dans l'austère sacrement du dialogue. Et c'est avec cette définition-là que Buber rapproche un peu, je dirais, en effet, aussi la conception philosophico-morale qu'Ernst Bloch avait déjà esquissée dans l'esprit de l'utopie de 1918 par le concept de Selbstbegegnung, donc rencontre de soi-même, mais la réalité vécue de la rencontre avec autrui. Concept que, et maintenant je reviens à Lévinas, concept justement que Emmanuel Lévinas, via ses lectures de Buber, a bien voulu élargir vers une phénoménologie de l'autre. Vous voyez, alors ayant, on peut dire, enrichi de manière tout à fait considérable l'histoire de la pensée contemporaine au XXe siècle par l'exposition de cette philosophie du dialogue. Buber a non seulement inspiré Emmanuel Lévinas, précisément pour la formulation d'une pensée phénoménologique du rapport à autrui, pour une philosophie de l'autre, et une pensée de la transcendance, aboutissant à la déposition de l'égoïté du je, du moi-je à autrui, mais il a premier procédé aussi à la substitution du cogito, à savoir du sujet pensant autoréflexif, autonome, cartésien et kantien, par le concept du rapport intersubjectif et interhumain, qui est celui du rapport du je au tu et du moi
libéré de son monologisme égologique avec l'autre, et aussi ainsi la brisure du cercle autoréflexif du sujet autonome de Kant, de Descartes, devient-elle, évidemment, à partir de 1923, l'année de la publication du Je et de Tu par Boubert, le principal mot d'ordre d'une philosophie anthropologique et éthique nouvelle qui va remettre pleinement dans ses droits la rencontre avec autrui, rencontre coïncidant avec la rencontre avec le divin, selon les enseignements du racinisme. Donc, reprise et reformulée par Lévinas, par cette nouvelle pensée à laquelle adhère aussi, pour une grande partie, Franz Rosenzweig, la nouvelle pensée, le je, le moi, je ne peux s'éprouver que par sa faculté de se tourner avec compassion vers le prochain, c'est-à-dire vers le tu, jusqu'à devenir, comme dit Lévinas, l'otage de l'autre, défini désormais primordialement comme responsabilité éthique pour autrui. Attendez, on va faire juste une petite pause, parce que ce que vous avez dit est très complexe. Donc on va essayer peut-être de mieux le comprendre, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens dans la salle qui vous regardaient, il y a des choses qui méritent peut-être qu'on essaie de les approfondir. Je ne crois pas que je raconte, voilà. Donc on va essayer d'approfondir juste déjà cette première partie, avant d'arriver évidemment à la deuxième partie. Alors un mot d'abord sur Hansloch que Arnaud connaissait bien, et un ou deux de ses livres sont en dehors. Hansloch est un personnage tout à fait fascinant parce qu'il est en même temps une incarnation aussi d'une double tradition, de cette tradition marxiste, mais de cette tradition aussi utopiste, et même comme son nom l'indique, de tradition juive, même si elle est très assimilée. Pour ses 90 ans, Scholler avait écrit un très bel article en disant est-ce que Dieu n'habite pas dans le cœur de cet athée, puisque Bloch disait bien évidemment qu'il était athée. Ernst Bloch est un personnage extrêmement fascinant et ça vaudrait la peine un jour qu'on l'examine de près. Alors, Lévinas, vous avez très bien expliqué. La grande différence, c'est que chez Lévinas, le jeu est une sorte, vous l'avez très bien dit, otage du tu. On est l'otage de l'autre, c'est-à-dire l'autre, non seulement fonde ma subjectivité, mais je suis responsable, je suis quand même un peu inférieur à cet autre-là. Et Lévinas l'a écrit à Boubert en disant mais monsieur Boubert, on a l'impression que votre jeu et tu, c'est une espèce d'amitié éclairée, c'est interchangeable, alors que pour moi, il y a une espèce de commandement de l'autre qui fait passer le jeu à quand même à une sorte de deuxième niveau. Et Boubert a très bien répondu en disant mais pas du tout. Justement, le fait que ce jeu ne puisse exister que par un tu, et que ce tu ne puisse exister que par un jeu, ça c'est la relation. Et on ne peut pas en sortir parce que si vous installez de nouveau une relation subordonnée, comme disait Arnaud, si je suis l'otage de l'autre, alors c'est pas le vrai dialogue et c'est pas la vraie mutualité. Vous avez employé ce terme, c'est un très joli terme. Nous on emploie dans d'autres, mais le terme de mutualité, pour nous c'est les mutuelles d'assurance. Mais la mutualité, il faut réentendre ce type de terme-là, c'est extrêmement intéressant. Et donc ce que Arnaud a montré, c'était que dans cette espèce de mise en cause de la subjectivité, effectivement cartésienne, etc., en disant, là il y a un jeu, on est tranquille, il y a une subjectivité, on sait exactement, tout ça va voler en éclats pour plusieurs raisons. D'abord, l'histoire de ces traditions différentes, anticartésiennes ou phénoménologiques, et surtout, avec l'idée qu'à partir du moment où on veut accepter une autre conscience, on ne peut pas continuer d'accepter que ce jeu soit toujours ce jeu monologique, comme disait très bien Mystère. Et alors, c'est très intéressant parce que Husserl est un personnage fascinant. Sa pensée est très difficile. Hein. Et Lévinas, je peux vous dire par expérience, faisait des cours sur Husserl avec des textes non traduits le matin à la Sorbonne à 8h du matin. Et donc on n'était pas beaucoup autour d'un
la table. Alors une fois, je lui ai fait la réflexion, il m'a dit, ah oui, j'ai toujours pu compter les étudiants. J'ai failli lui dire, oui, si vous prenez des textes qui vous servent de 400 pages en allemand pas traduit, on va pas être beaucoup, enfin. Et au fur et à mesure, on a quand même essayé de m'expliquer qui sort, parce qu'il y a aussi chez Lévinas, qui vient de Kaunas, comme vous savez, donc il y avait une espèce de corps à corps, d'ailleurs aussi avec la langue, dans ces brouillons, il était assez contraire de Raymond Aron. Raymond Aron, c'est l'israélite français, il écrit comme ça, vous allez porter ces textes à l'imprimeur, et ça passe comme ça. Dans les manuscrits Lévinas, et c'est absolument invraisemblable, c'est sur des bouts d'enveloppe, et sur des choses comme ça, et donc on voit bien là l'enjeu, y compris dans l'intérieur du monde juif, puisque Aaron, même s'il a toujours dit qu'il avait une position très périphérique, en tout cas jusqu'à 67, jusqu'au peuple sûr de soi et dominateur, on voit bien comment ces deux modes d'être au monde génèrent deux manières de philosopher et deux interrogations sur la conscience. Dans le cas de Lévinas, on lui a d'ailleurs un peu reproché. On lui a dit, mais il n'y a plus de vérité, c'est pas une vraie altérité, puisque c'est l'autre qui me commande. Alors Lévinas lui-même disait, oui, mais dans le thème, par exemple, on parlait de mutualité, dans le thème de responsabilité. Je suis responsable pour l'autre. Je réponds à l'autre, je suis responsable pour l'autre. Donc là, je vois, et d'ailleurs, c'est assez rare, on a un vrai dialogue philosophique. On a, parce que d'habitude, on a toujours un qui se fait, ou qui ne répond pas, ou qui répond à côté, surtout dans l'histoire de la philosophie. Et là, on a un vrai dialogue philosophique, et aujourd'hui, les problèmes de philosophie, justement, de l'altérité, ils sont sur ces questions-là. Habermas, il n'y a pas très longtemps, a fait un texte là-dessus. Michael Walzer, lui aussi, je veux dire, c'est vraiment, vous voyez, ça sort du purgatoire. On pensait que c'était vraiment pour quelques spécialistes, et tout d'un coup, à chaque fois que vous avez des gens de cette dimension-là, leur interlocuteur c'est Buber, et pas n'importe quel Buber, mais ces problèmes de relations et de jeux. Alors ce qui est amusant, il y a encore une dernière anecdote avec Husserl, c'est qu'un jour on a présenté, c'était exactement comme on était là, et puis Husserl devait faire une conférence, et avec Buber, et donc il y a quelqu'un qui dit, ah Buber, montez, je vais vous présenter, enfin comme on fait tous les jours, voilà. Donc Buber arrive et se présente Husserl, il dit Buber, et alors Husserl le regarde, il dit, mais le vrai Buber. Et Husserl lui dit, mais Buber c'est une légende. Et donc vous voyez, très tôt, Buber avait cette espèce d'aura qui a un peu matraqué, si je puis dire, quand même ses vraies positions philosophiques et ses textes différents, notamment sur son rapport avec Husserl, parce qu'on aimerait bien, mais encore une fois, Husserl c'est 10 000 pages, 12 000 pages d'un allemand absolument épouvantable, et donc on a beaucoup de mal avec cette affaire-là, mais ce qui était important dans ce qu'a dit Arnaud, c'était justement cet côté de faire exploser la subjectivité classique. On disait tout à l'heure, d'ailleurs, le jeu-étude, c'est quelque chose qui embraye en dehors de la métaphysique classique, comme disait Rosenzweig, des ioniers la Iéna, c'est-à-dire des présocratiques jusqu'à Hegel. Alors là, vous avez un système métaphysique qui fonctionne parfaitement et qui se termine en disant le tout et le vrai. Mais Hegel meurt en 1831, 1832, donc on voit bien que c'est pas vrai. La Première Guerre mondiale, comme je l'ai dit tout à l'heure, a fait éclater cette idée d'une totalité qui se révèle à elle-même, c'est ça l'histoire de la phénoménologie. Et une autre, qui allait dire secte juive, c'est pas gentil, mais une autre école juive de Francfort, la célèbre école de Francfort, qui a d'ailleurs souvent masqué l'accès à Buber, donc Adorno et Horkheimer, deux penseurs juifs allemands, bien évidemment, commencent leur livre qui s'appelle Le tout et le non vrai. Non pas le faux, le tout et le non vrai. Le non vrai, pas le faux. Das Ganze ist das Unwahr. Voilà, c'est exactement, c'est ça qui est en question. Comment on peut essayer de sortir de cette métaphysique occidentale, de cette espèce d'ego, exactement comme vous le décriviez, de cette espèce de truc d'autiste, qui régente soi-disant le monde, les idées, le solipsisme, le sujet-objet, etc. Et là, alors là, c'est de nouveau très important et très difficile, parce qu'on va dire, ah oui, mais ça c'est typiquement la philosophie juive. Donc c'est Buber, c'est Adorno, c'est de nouveau notre caravane, Beniani, etc. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de juif là-dedans? C'est ça le problème. Parce que c'est des gens qui ne sont pas du
très juif, par Rosenzweig, vous l'avez bien dit, et encore par rapport aux connaissances cliniques et talmudiques et juives entre Buber et Rosenzweig, comme disent les jeunes, il n'y a pas photo. Je veux dire, on est content, il s'est converti, il s'est un peu installé là-dedans, et là. Donc c'est très intéressant à quel moment vous pouvez installer ça en disant ça c'est juif. Moi ça m'intéresse beaucoup, comme beaucoup de goïms, parce que comme on est là en disant ça c'est un truc très chrétien. Ah oui, c'est chrétien, quand on pense par exemple à Isaïe, ou quelque chose comme ça, on dit c'est chrétien, puisque c'est quelque chose qui vient de soi-disant Ancien Testament. Donc vous voyez, ça c'est des questions extrêmement importantes, et sur lesquelles on bute, et qui sont des questions extrêmement actuelles, puisqu'on voit que tous ces gens. Alors, c'est ce qu'a fait justement qu'a donné Habermas. Habermas, c'est pas juif, qui est un vrai représentant justement de la grande de la philosophie allemande, classique, si je puis dire, mais qui a été frotté à Scholem, à Buber, qui a rencontré Buber quand il était jeune étudiant. Et donc, toutes ces questions-là, et je termine, mais pour montrer comment Arnaud avait saisi les choses sur les problèmes de la conscience. C'est-à-dire, est-ce que vraiment on peut penser qu'on a un véritable ego? Est-ce que le jeu est vraiment jeu? Ricoeur disait très bien, il y a un petit ami de Ricoeur qui lui vient d'une tradition calviniste, hein, donc c'est plus vraiment des catholiques, quoi. Pas vraiment des juifs, mais pas des catholiques. Et il y a un livre qui s'appelle Soi-même comme un autre. C'est génial. C'est génial. Soi-même comme un autre, et au seuil, et c'est uniquement ce genre de questions, parce que Ricoeur a beaucoup travaillé sur Rosenzweig, il a beaucoup travaillé sur Buber, et donc voilà ce qui est en jeu aujourd'hui. Alors, professeur, je vous redonne la parole. Oui, justement, ce qui vient de dire sur la relation, à mon avis, c'est tout à fait fondamental. Et vous avez fondamental aussi, une sorte de clé pour la compréhension de cette pensée dialogique, de philosophie dialogique de Martin Buber. Parce que pour Buber, il faudrait le répéter, donc le moi, qu'est-ce que c'est? Le moi, c'est vraiment inséparable, indispensable de toute relation, y compris la relation suprême. Qu'est-ce que le juif là-dedans? Vraiment, c'est cette relation avec le divin, elle est dans cette relation avec nous, parce que la relation ne peut s'effectuer qu'entre le je et le tu, donc il ne s'agit pas vraiment de l'abandon total du je, mais plutôt de l'abandon, je dirais, de cette fausse pulsion d'auto-affirmation monologique de la tradition de l'idéalisme philosophique, notamment du marxisme allemand, donc, et qui fait fuir l'ordre du monde, au milieu de la relation, de la possession des choses, en oubliant évidemment la relation avec l'autre, donc il devient fondamental. Donc je pense qu'il n'y a pas le moindre doute que la philosophie lévinassienne de l'événementialité de la rencontre avec l'autre, que sa phénoménologie, je dirais, éthico-religieuse de la haute signifiance du visage, dans le processus intersubjectif de la rencontre du jeu avec l'autre, de ma dépossession par autrui, qui m'appelle, qui m'interpelle, qui brise mon être égologique. C'est dans que ça a vraiment été incontestable, que ça a des origines dans cette conception buberienne d'une vie dialogique. Et c'est en se confrontant sincèrement avec cette philosophie du je et du tu que Lévinas élabore, cherche, se forge finalement les concepts majeurs de sa propre philosophie de l'autre, qui, sans cette rencontre préalable avec le je-tu buberien, n'aurait probablement jamais pu se développer. Ça, je suis absolument persuadé. Mais il y a encore une autre chose, et je vais souvent compléter, malheureusement. Donc ça, c'est la seule chose alors que on pourrait critiquer le grand livre de Dominique Bourrel, c'est qu'il y a encore quelqu'un avant Buber, dont Buber a pu s'inspirer dans cette pensée de l'autre. J'ai dit dans mon livre Le principe dialogique, excusez, je ne sais pas pour faire la publicité, c'est qu'il y avait avant lui un pauvre instituteur et philosophe autrichien qui s'appelait Ferdinand Ebner.
et bientôt les livres, les fragments pneumatologiques ont été publiés en 1921. Et ce livre, évidemment, qui comporte les questions de pensée biologique, je dis 21, donc Buber, publié en 1923, donc il est le 22, le livre donc de Ebner est donc de 2 ans antérieur à la publication du jeu, et Buber a dû le connaître, elle a dû s'en inspirer, j'en suis absolument persuadé. Donc, et ça c'est très important. Il y a aussi un autre, il y a Gacon qui, au XVIIIe siècle, qui avait déjà, dans son affaire du succès de la lettre de Kant, de Fichte, de Chêne, etc., avait également déjà jeté quelques petits jalons pour une pensée dialogique, mais ça n'allait pas très loin. En revanche, chez Ibn, alors cette influence est quand même importante. Pourquoi? Parce que, permettez-moi de le dire très brièvement, parce que là, pour des raisons de temps développées, c'est seulement une concentration essentielle, parce que, évidemment, là, je vous ouvre une piste que les chercheurs, en France, du moins, n'ont pas suffisamment exploitée, qu'elles sont moi-même. C'est que, donc, Buber, parce que la cause de son philosophie, le Buber se situe exactement, je dis c'est une source importante pour Buber, à mi-chemin entre la position de Kierkegaard et celle de Rosenzweig. Pourquoi? Parce qu'évidemment, faisant partie des philosophes du début du XXe siècle qui aujourd'hui sont presque complètement oubliés, et donc il était instituteur, et qui évidemment a écrit son œuvre dans des conditions matérielles extrêmement difficiles. Il a incontestablement, et ça c'est une certaine influence sur la pensée de Buber, et celle de Rosenzweig aussi, essentiellement par le biais de ses fragments pneumatologiques. Et aussi de son ouvrage La Parole et ses réalités spirituelles, notamment Das Wort und die geistigen Realitäten, qui est publié la même année que l'Étoile de la Rédemption, der Lösung, de Franz Rosenzweig, c'est-à-dire en 1921. Et pour Ibn, le point de départ de toute réflexion philosophique est composeur de Kierkegaard, le grand philosophe danois, la grande solitude du moi, au sens tout à fait existentiel, moderne du terme, résultat du renfermement total sur soi-même, de la clôture envers autrui à l'égard du tu, la clôture à l'égard du tu. Mais plus radicalement encore que Kierkegaard, il s'affirme en tant que penseur solitaire qui n'a pas du tout pu trouver le tu dans le prochain. Il est aussi de ceux qui ont le courage d'avouer que ça comporte même pour lui-même le danger réel de compromettre sa vie. S'il n'avait pas comme bouée de sauvetage un seul tu, à savoir Dieu. Et voilà, vous avez le point de convergence. Et je pense que c'est là que Buber, évidemment, a vu puiser quelque chose. Je suis absolument convaincu, c'est dans le texte, la comparaison, le texte, la thèse et le prouve. Alors là, on a un scoop quand même. Là, moi je dis, on a un scoop. Donc, le scoop que vous nous donnez ce soir, c'est que Buber se serait peut-être inspiré de quelqu'un qu'il précède, qu'il aurait rencontré, un instituteur, Ferdinand Ibn, et qui aurait publié donc en 1921 un texte où effectivement, et qui précède donc l'ouvrage de Buber qui est publié en 1923, et donc là il pourrait y avoir, il faudrait chercher, là il y aurait peut-être quelque chose à faire, et vous en parlez donc dans le principe du dialogue, Arnaud Münster, et c'est aux éditions qui, Sonia peut-être. Oui, moi je voudrais qu'on l'applaudisse parce que vraiment... J'essaye de boucler la boucle en revenant un peu à Rosenzweig, qui a été le premier lecteur du jeu et du tu, dont il a eu les épreuves. Buber lui a donné à lire les épreuves et s'ensuit une conversation sur la question du dialogue. Alors Rosenzweig, dans l'Étoile de la Rédemption, développe une pensée du dialogue qui est très différente. Alors on a tendance à dire Buber-Rosenzweig comme si c'était 3 syllabes, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Rosenzweig développe un système de philosophie qui est une forme de philosophie qui intègre une dimension théologique,
Et dans cette dimension théologique, on a le moment de la révélation. Et le moment dialogique chez Rosenzweig correspond au moment de la révélation. Et la révélation, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est pas... alors, comme on l'avait là tout à l'heure, c'est un je qui se révèle à lui-même et qui interpelle un tu. Dans l'interpellation du tu, le je se révèle, il se découvre comme je. Et le je, c'est pas l'homme. Le je, c'est Dieu, qui interpelle un tu humain qui lui répond inéni, me voici. Hein? La réponse, c'est-à-dire que c'est la réponse de la grande question de Dieu à Adam, où es-tu, qui se fait, mais ça c'est déjà dans le Talmud, hein, qui se fait après par Abraham, hein, Adam ne répond pas, c'est Abraham qui répond, me voici. Et donc on a un dialogue qui, alors là on n'est pas dans la mutualité, hein, qui est foncièrement inégal et qui est un dialogue entre le je divin et le tu humain. Et Rosenzweig ne développe pas dans l'étoile de la rédemption ce que pourrait être un dialogue d'humain à humain. Il ne le fait pas. C'est pour ça que c'est intéressant de lire sa correspondance, pas simplement parce qu'il y a un peu de la gaudriole dedans, mais aussi parce qu'il applique, il développe le dialogue avec ses correspondants sur un mode qui peut permettre de comprendre comment peut-être Rosenzweig envisageait le dialogue quand on n'est plus simplement entre un jeu divin et un jeu humain, mais